tous, merci de regarder Espace TV, la télé d'une autre planète et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Club de l'actu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève avec bien sûr des professionnels de l'information. Il s'agit des journalistes comme j'aime toujours à le dire. Détenus dits politiques en Guinée, bonne et mauvaise nouvelle pour eux. La première bonne nouvelle, c'est bien ce compromis trouvé entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux et les avocats qui peuvent désormais aller rendre visite à leurs clients en prison et c'est là dans le strict respect des règles sanitaires parce qu'on le sait, la mauvaise nouvelle, je vais le dire, c'est bien ces 4 cas de Covid qui a été déclaré dans cette prison avec notamment Ousmane Gawal Diallo et d'autres 3 détenus. Cette question, elle va être débattue avec les invités tout à l'heure. Et puis, le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, de plus en plus à l'offensif. On le sait, après les partis politiques, les institutions, mais aussi la primature, Mamadou Sylla était cette semaine du côté de Sékou Touré où il a rencontré le président de la République, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et tout en lui remettant un mémo. Le mémo, il contient 7 pages. Qu'est-ce qu'il y a dedans ou comment perçoivent les journalistes toute cette actualité? C'est tout de suite dans le Club de l'actu. Cocktail de pandémie, on peut le dire ainsi. Ebola, Covid, les deux se rencontrent en Guinée. Mais le hic aujourd'hui, c'est que les populations ne semblent pas être dans les mesures de prévention de cette maladie. Alors, comment tout cela est analysé avec, bien sûr, la prorogation, je vais dire, de l'état d'urgence sanitaire. 3 mois de plus, les baptêmes sont désormais avec la rigueur de 50 participants, les mariages entre autres. Les lieux de loisirs également sont fermés. Toutes ces questions, ces sujets, on va les débattre. Si le temps nous permet, nous nous transporterons du côté de Dakar pour en savoir également sur quelle analyse font les journalistes guinéens de cette situation de ce côté. 4 invités, 4 confrères. Thierno Souleymane Diallo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Bonsoir à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste au site d'information Guinée News. Mamadi Terna Kamisoko, vous êtes rédacteur en chef de la RTG Boulbiné. Bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir à tous. Lansana Kamara, il est administrateur du site conakrylive.info. Lansana Kamara, bonsoir. Bonsoir à tous. Habib Marwan Kamara, qui est avec 2 casquettes cet après-midi, c'est bien l'administrateur général du site, le révélateur 224 et journaliste chroniqueur du côté de Radio Nostalgie, la première radio privée de Guinée. Habib Marwan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Qu'est-ce qui a marqué la semaine? La revue, c'est avec la rédaction de Espace TV que nous offre ici Djibril Ba. Bonsoir. Que contient le mémo remis à Alpha Condé, les confidences de Baouri, titre à sa une, africaguinée.com. C'est un texte qui va dans le sens de l'intérêt de tous. Le deuxième élément, c'est que je dois dire, les points essentiels qui figurent dans ces mémos vont dans le sens de mettre en valeur les mesures politiques susceptibles de contribuer à l'apaisement, à la décrispation et au renforcement de la concorde nationale. Ce sont les points essentiels qui ont été abordés à ce niveau-là, a dit Baouri, cité par l'auteur de l'article. Il a été question aussi, selon Baouri, de la fermeture des frontières. Le cabinet du chef de file de l'opposition a souhaité que l'élargissement aille au-delà des frontières guinéo-sierra-léonaises. De toutes les façons, nous n'avons absolument rien promis au chef de l'État, a indiqué Faya Milimono dans les colonnes de Guinée 114. Faya de rajouter que nous sommes de l'opposition et n'avons pas d'ordre à recevoir du président de la République. Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition, les limites d'un géant de circonstances, écrit Guinée News. Si aujourd'hui les portes de toutes les institutions lui sont ouvertes, Mamadou Sylla reste cependant confronté à une fronde interne à l'Assemblée nationale. Certains de ses collègues élus au Parlement refusent de le voir jouir de son rôle de chef de file de l'opposition, étant donné, selon ses détracteurs, qu'il a accompagné le président candidat Alpha Condé lors de la présidentielle du 18 octobre. Lit-on sur le site. À la une, cette semaine, Alpha Condé à Mamadou Sylla, il n'y a pas de cogestion
cogestion du gouvernement. Il y a des gens qui ont été élus, pointe Vision Guinée. Ceux qui gouvernent, selon le chef de l'État, peuvent discuter avec tout le monde pour voir où il y a de bonnes idées et s'associer avec ceux qui peuvent être associés. Nous sommes ouverts, mais il n'y a pas de cogestion ni avec le syndicat, ni la société civile, encore moins l'opposition. L'opposition guinéenne bat de l'aile, écrit à sa une Guinée Matin. Alpha Condé avait promis d'anéantir l'opposition. Pour atteindre l'objectif, il n'est pas allé des mains fortes, des mains mortes, j'allais dire, la fin justifiant les moyens. Il n'a ménagé aucun effort pour mettre ses opposants hors d'état de nuire. Selou et Sidia, isolés, relèvent Africa-Guinée. L'opposition qui avait gardé une certaine homogénéité dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé connaît un grand chamboulement. Notre confrère s'interroge, sont-ils isolés du jeu politique? Non, tranche leur entourage qui estime que le camp de Mamadou Sylla et compagnie est une opposition taillée sur mesure par le pouvoir en place. À la une cette semaine, Sékou Touré, les dessous de la rencontre Alpha Condé Ibn Chambas, titre Convergence. La rencontre est axée autour des détentions des politiques. Vision Guinée voit la nécessité de l'unité et de fin de la violence. D'après le quotidien, la Guinée a tangué, mais heureusement, elle n'a pas chaviré. Elle a toujours trouvé en elle la force de résister. Les colombes ont emporté sur les oiseaux de mauvais augure. Les bonnes âmes ont réussi à démentir les prophètes de malheur. Une seule réponse s'impose, trouver en nous l'énergie nécessaire de nous retrouver et de faire prendre corps et un slogan, j'allais dire, à la bouche de chacun de nos concitoyens, bâtir une Guinée unie et prospère. Merci donc à Djibril Ba pour cette revue de la presse de la semaine. Mamadi Terna Kamisoko, vous avez suivi cette revue. Le point qui est le plus revenu, c'est bien cette visite de Mamadou Sylla, la position aujourd'hui de l'opposition. Qu'est-ce que vous retenez de cette revue de Djibril Ba? Bon, d'abord dire, il faut dire que la revue de Djibril Ba, c'est, lorsqu'on dit revue, c'est une rétrospective des faits de la semaine. Et ça prouve d'abord que ça touche tous les éléments phares de la semaine. Et ce qu'il faut retenir dans ça, c'est qu'un focus a été mis sur ce déplacement de Mamadou Sylla qui a, après le tour auprès des institutions républicaines, après le tour auprès des partis politiques, a préféré présenter son mémorandum au chef de l'État, mémorandum qui, en quelque sorte, réunit tous les éléments censés sortir quand même le pays de la crise avec ces arrestations qu'on connaît, des détentions qui sont en cours. Donc, lorsque ces recommandations faites sont mises en œuvre, ça pourrait décrisper un peu le climat politique. Donc, c'est cet élément d'abord qu'il faille retenir de cette revue de la presse. Il y a d'autres éléments quand même qu'il ne faille pas oublier, et comme les cas de Covid qui ont été signalés à la maison centrale de Conakry. Oui. Donc, c'est des éléments sur lesquels nous allons revenir en détail et dans cette émission. Oui, Thierno Suleiman, l'autre actualité, certes, il ne l'a pas mentionné, Djibril Ba, c'est bien cette pause ou repos politique de Alpha Boubacar Ba, un des conseillers personnels de Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition ancienne, il faut le dire, aujourd'hui principale formation politique de toute façon sur le terrain. Oui, pause politique, c'est ce qu'il a mentionné sur sa page Facebook. Ben, cela n'empêche, les spéculations vont bon train. Il y en a qui pensent savoir plus que ce qui est dit dans cette publication. Oui, dans ce post. Ben voilà, donc chacun y va de son commentaire. Il y en a qui pensent que c'est Alpha Boubacar était sur le point de départ, qu'il cherchait juste, qu'il attendait juste un moment. Il y en a qui sont d'accord avec lui, qu'il pense pour devoir faire quelque chose d'autre que ce qui se passe, mais toujours est-il que personnellement, je pense que s'il s'agit d'une pause, comme il l'a dit, le moment est plutôt mal choisi, parce que c'est au moment où le parti va le plus mal qu'il choisit. Le parti est en train de tanguer. Oui, le plus mal, qui subit tout ce que nous savons. C'est tantôt la fermeture des locaux, c'est les militants, les cadres arrêtés. Ouais, des cadres et autres militants. Ben, choisir ce moment-là pour s'offrir un congé,
c'est un peu la limite de l'engagement politique, à mon avis. Oui, Lansana Camara, c'est quand même une grande surprise pour beaucoup qui savent quand même les rapports personnels, je vais le dire, entre Alpha Boubacar Ba et Cellou Dalein Diallo, et par extension même Hadja Alimatou Dalein Diallo. Oui, je pense que franchement, l'attitude de notre ami, de notre compatriote Alpha Boubacar Ba a quand même surpris plus d'un, parce que comme vous l'avez dit, quand quelqu'un a occupé une responsabilité, à la limite tout ce qu'il il occupe auprès du président Cellou Dalein Diallo, on ne pouvait pas s'attendre qu'en ce moment, comme Ken Suleiman l'a dit, au moment où le parti quand même a des difficultés. Je pense que c'est en ce moment où il fallait encore renforcer l'équipe autour du président, trouver des stratégies, trouver des mécanismes pour se préparer éventuellement à d'autres combats politiques. Mais parce qu'il n'a pas évoqué, s'il avait évoqué les raisons, on aurait pu se prononcer pour dire oui, ce sont des raisons valables. Quand je prends par exemple... Il a dit qu'il a évoqué des raisons de convenance personnelle. Oui, convenance personnelle, d'accord, mais tout cela n'est pas encore une raison. Moi, je vous prends juste un exemple. Si quelqu'un dit par exemple, je suspends pour aller me former... Peut-être des raisons que vous ne comprenez pas. Bon, que moi, je ne comprends pas. Parce que, non, attends, quand vous dites convenance personnelle, c'est selon vous... C'est vraiment vague. On peut dire, par exemple, je prends un recul, par exemple, pour aller me former dans tel ou tel domaine. Là, on aurait pu dire, oui, c'est valable, oui, c'est bon, parce que c'est pour aller et revenir, encore renforcer les positions du parti. Mais lorsque vous dites, c'est convenance, personne ne sait ce qu'on appelle convenance personnelle. De toutes les façons, on se prononce sur quoi? Sur l'opportunité de le faire. On sait que les départs, les arrivées dans les partis politiques, ça se fait à tout moment, mais lorsque vous occupez un poste aussi stratégique qu'un conseiller direct, quelqu'un qui est directement lié au président d'un parti politique, et au moment où ce parti rencontre des difficultés sur le terrain, je pense que on est difficilement compris et c'est difficilement acceptable pour d'autres de vous accompagner dans ce sens-là, quelles que soient les raisons. Habib Marwan, c'est vrai qu'un parti politique n'est pas une fonction publique ou une entreprise où les gens reçoivent des salaires ou des primes à la fin du mois. Il y a des familles quand même à nourrir. Est-ce que derrière, on ne peut pas comprendre aussi cette décision d'Alpha Boubacar de vouloir se chercher? Peut-être, ça peut être une raison, mais je pense qu'il me serait très difficile d'aller dans cette façon d'observer, parce que le principal concerné d'ailleurs a été trop ambigu sur sa démission, même lorsqu'il parlera de convenance, d'une question de convenance personnelle, mais cela ne veut pas autant dire que toutes les raisons ont été motivées dans sa démission. Mais c'est qui est sûr, vous savez, en politique, pour des uns, pour ceux qui peuvent observer autrement, peuvent espérer ou peuvent croire que c'est une conspiration qui a été orchestrée par Alpha Boubacar. Mais pour d'autres, pour ceux qui savent un peu comment ce monde fonctionne, on peut dire que l'homme aurait peut-être agi par réalisme. Le réalisme voudrait quoi? Vous savez que le conditionnement dans toute conviction personnelle, c'est l'intérêt personnel. Vous savez, même en politique, les gens ils viennent en politique, c'est lorsque vous y trouvez votre intérêt, c'est lorsque vous y trouvez votre part dedans. Mais lorsque tout cela n'y est pas, je pense qu'il serait mieux, comme l'a dit ou l'aurait dit quelqu'un, aller planter ses choux ailleurs. Et d'après les interprétations qui sont faites, même si on n'est pas là à jouer dans le fétichisme, mais ce qui semble être un peu plus proche de la réalité, Alpha Boubacar voudrait aller espérer un autre monde. Est-ce que ce monde pourrait être celui de la mouvance présidentielle? Est-ce qu'il veut explorer le monde des affaires? Personne pour le moment ne peut dire avec exactitude ce que Alpha Boubacar veut faire dans l'avenir, mais compte tenu de la situation politique, compte tenu de l'atmosphère politique qui règne aujourd'hui, et surtout la vie de son parti politique, et nous sommes tous d'accord que le moment n'était pas opportun pour Alpha Boubacar. Je ne vais pas rappeler les liens qui existent entre lui et Cellou Dalein, mais il faudrait mettre en rapport sa période de démission et la vie dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'UFDG. Oui. Donc là, facilement, ceux qui estiment que c'est une conspiration qui est faite, je suis tout à fait d'accord pour eux, même si je ne partage pas cet avis. Alors, Mamadi Terna Kamisoko, la question aussi, elle peut être interpréter, même si c'est dans ça on est, jusqu'à ce qu'ils nous disent réellement qu'est-ce qu'ils comptent faire après. Est-ce que cette position, cette décision ne peut pas constituer une autre pression
pour inviter le parti à se bouger dans le sens d'obtenir la libération des détenus? Bon, je ne vois pas dans ce cadre, mais ce qu'il faut quand même signaler, c'est que c'était prévisible. Moi, dans mes analyses, je me disais que après tout ce que l'UFDG a subi, et après le double scrutin du 22 mars, après la présidentielle du 18 octobre, c'était prévisible tout ce qui arrive à l'UFDG, parce que lorsqu'un parti politique de surcroît, la plus grande formation politique de l'opposition se retrouve en dehors de l'Assemblée nationale, se retrouve pratiquement en dehors de toutes les institutions, tu peux penser que ces genres de crises peuvent arriver. Parce que moi, j'appelle crise pour... Vous voulez dire qu'il y a d'autres en perspective? Non, il y a d'autres. C'est clair, ça va venir. Parce que il ne faut pas se leurrer, l'UFDG va vivre une période un peu difficile. On tend vers 6 mois de pause politique pratiquement pour le parti qui ne se représente... 6 ans, hein? 6 ans de pause politique qui ne se retrouve nulle part. Imaginez les 37 députés de l'UFDG qui étaient dans l'ancienne Assemblée nationale, ce sont des gens qui rendaient service au parti. Ce sont des gens qui avaient des revenus mensuels qui leur permettaient de tenir leur famille, au-delà de leur famille, qui soutenaient financièrement le parti. Les actions du parti, oui. Qui soutenaient les Même actions si Alpha Boubacar n'a pas été député. Non, hein? Il n'a pas été député, mais les pourcentages que les députés reversaient au niveau du parti politique, ça permettait au parti de faire face au salaire des 77, parce que selon les chiffres que je détiens, l'UFDG a 77 fonctionnaires. Donc Alpha Boubacar est dans ces catégories-là. Donc, même si il n'est pas à l'Assemblée nationale, il n'était pas à la CENI, mais il bénéficiait quand même des avantages. Thierno Souleymane, est-ce que vous voyez là, en tout cas, ce qu'on peut tirer de ce que Terna est en train de développer, est-ce que vous voyez là des raisons pécuniaires? Mais écoutez, je ne peux pas l'affirmer ni l'infirmer. Parce qu'à partir du moment où le principal concerné n'a pas voulu dire clairement les choses, on ne peut qu'aller chacun selon... voilà. Toujours est-il que le moment, encore une fois, n'est pas bien choisi. Oui. Maintenant, par rapport à la lecture que Terna vient de faire, oui. C'est possible que ça départ suscite des vagues et que cela incite d'autres à partir, oui. Mais il ne faut pas exclure l'effet inverse. C'est-à-dire que tout ce que le parti subit, parce que moi, à la place du mot pause utilisé par Mamadi Terna, je vois plutôt de l'oppression. Il y a plein de gens de l'UFDG qui pensent qu'ils sont opprimés, et donc cela galvanise leur engagement auprès du parti parce qu'ils savent que ils sont convaincus qu'ils sont victimes de l'injustice, et donc ça renforce leur engagement politique. Donc cet aspect-là, il ne faut pas non plus... Il ne faut pas l'occulter. Mamadi Terna Kamisoko le dit, que c'était prévisible. Est-ce que Lansana Camara, vous avez estimé ou vous estimez qu'après Alpha Boubacar aujourd'hui, d'autres départs peuvent aussi s'annoncer ou d'autres mouvements peuvent s'opérer au sein du parti? Bien, non, je ne peux pas le prédire. Parce que moi, ce que je sais, il arrive à un moment donné où les formations politiques, les partis politiques traversent des moments très difficiles. Mais qu'est-ce qui permet aux uns et aux autres de rester soudés, de rester engagés derrière le parti politique et son leader? C'est la conviction. D'accord. Il y a des partis politiques qui ont été créés depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui tiennent encore dans ce pays-là. Quand vous prenez le parti de Badiko, ils tiennent encore dans ce pays-là. Ce n'est pas forcément... Non. Il y a ça aussi. Attendez, mais vous parlez de quel poids politique? Il a combien d'éléments qui dépendent de lui? Attendez, d'accord, le poids politique c'est autre chose à un moment donné. Il a un député à l'Assemblée. Non, il a un député à l'Assemblée, mais attendez, vous savez, tenez compte des choses. Peut-être que le RPG Arc-en-Ciel qui est aujourd'hui au pouvoir, à sa création, ce n'est pas ce poids politique qu'il a aujourd'hui. L'UFDG hier, ce n'est pas ce poids politique. D'autant plus que c'est un de l'UFD de Badiko qui est sorti pour aller créer l'UFDG. Et l'UFDG a obtenu le poids politique à travers
l'arrivée de certaines personnes, dont le leader politique. Qu'est-ce que moi je voudrais vous dire, pour finir, pour conclure, c'est qu'à un moment donné, on reste soudé derrière le parti politique à travers la conviction. Donc moi je ne pense pas que ce départ d'Alpha Boubacar ou les difficultés que l'UFDG est en train de vivre aujourd'hui puissent pousser les gens à quitter. Parce que si vous êtes là avec votre conviction derrière le chef de file et derrière le président du parti, vous devez pouvoir tenir. Oui, Marwan, rapidement, on a vu cette autre tribune de Suleiman Changel qui, en tout cas, ne dénonce pas cette décision d'Alpha Boubacar, si la tribune ne soutient d'ailleurs pas. Oui, la tribune d'abord, il faut la soutenir dans son contexte. Elle est un peu antérieure à la démission de Alpha Bakar. Mais il y a une précision à faire. Vous savez, on le dit souvent, comme l'a rappelé Ségolène Royal dans un entretien, dans un ouvrage d'entretien qu'elle a eu avec Marie-Françoise Colombani, une journaliste qui était à TV5 Monde, dans l'ouvrage intitulé Maintenant. Elle a dit quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle a repris les propos de Talcott Parsons qui dit que la politique, c'est l'allocution autoritaire des choses de valeur. Mais lorsque dans une démocratie, on attribue on fait la redistribution du revenu national en fonction du patronyme, en fonction des prénoms des individus, c'est une valeur qui est contraire à la démocratie. Je vais dire autrement que aujourd'hui l'UFDG... Vous voulez parler de la tribune ou non, je veux parler de la situation parce qu'on est tous aujourd'hui en train de lier la conviction comment on appelle, aux ressources financières. Peut-être que la démission d'Alpha Boubacar serait liée à sa volonté d'aller planter chez Chou ailleurs, surtout à la mouvance présidentielle. Ce sont des hypothèses qu'on est en train de dégager dans cette émission. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui, il suffit juste de faire une analyse très saine de la vie politique. L'UFDG, comme l'a dit, que je ne vais pas citer le nom de cet ancien ministre avec qui j'étais cet après-midi, il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit que l'UFDG est ce qui était le RPG. Et Alpha Condé, Cellou Dalein, peut être l'Alpha Condé d'hier, c'est-à-dire il peut se retrouver à la place d'Alpha Condé de demain. Donc l'UFDG aujourd'hui, c'était le RPG d'hier et Cellou Dalein de demain, et Alpha Condé d'aujourd'hui peut être le Cellou Dalein de demain. Donc ce qui veut dire, moi je pense que tout ce qu'on est en train de faire, la pression, toutes ces politiques pour amener le parti peut-être à courber les chines, ça a existé, mais le RPG n'a pas disparu sous Lansana Conté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui tous ces mécanismes qui sont employés par le RPG ou par le chef de l'État Alpha Condé puissent amener l'UFDG à disparaître. Je ne vois pas la logique. Si Lansana Conté n'a pas pu faire disparaître le RPG, ce n'est pas à Alpha de faire disparaître l'UFDG. Quelles vont être les raisons réelles de cette décision de Alpha Boubacar Bah? Peut-être la semaine prochaine, on en saura davantage. On va changer à présent de sujet. Je le disais, détenu politique en Guinée. Bonne et mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les avocats peuvent désormais rendre visite à leurs clients. Et la mauvaise nouvelle, c'est que 4 d'entre eux sont testés positifs au Covid-19. Mais en attendant d'analyser tout cela, on va suivre ce compte-rendu de Bernard Koundouno de la rédaction de Espace TV qui a suivi cet entretien entre le ministre de la Justice et les avocats de ces détenus. Ils étaient jusque-là empêchés de rendre visite à leurs clients en détention à la maison centrale, mais le département de la justice vient de lever cette interdiction à l'issue de la rencontre qui a regroupé les avocats du collectif, le ministre de la Justice et plusieurs autres cadres du gouvernement. Après une longue discussion avec les hommes de droit, le ministre se félicite du compromis trouvé dans le cadre des dossiers en cours d'instruction. J'étais venu à la maison de l'avocat avec Madame la ministre de l'autonomisation des femmes, qui est avocate de profession, pas pour discuter d'un dossier, comme on le croirait, mais pour aplanir les divergences de vues sur des questions liées à des procédures en cours d'instruction. Je pense que l'essentiel était de trouver un compromis. Le compromis a été trouvé. Le collectif des avocats chargés des personnes poursuivies dans le cadre des événements post-électoraux, qui a d'ailleurs suspendu sa participation à cette procédure judiciaire, dit être satisfait de la décision du ministre qui les permet désormais de visiter leurs clients dans le strict respect des mesures sanitaires.
Aujourd'hui, nous avons eu l'assurance que nous pouvons désormais accéder à nos clients parce que c'était le seul point qui nous a amenés ici, le fait qu'on n'avait plus le droit de rencontrer nos clients. Nous avons reçu toutes les assurances que nous pourrons désormais accéder à nos clients, mais dans le strict respect de l'urgence sanitaire. Selon les avocats du collectif, 4 de leurs clients détenus à la maison centrale sont testés positifs au Covid-19. Voilà, retour sur ce plateau. Merci donc à Bernard Koundouno pour ce reportage. Oui, Lansana Camara, c'est comme si on a mendié aujourd'hui, les avocats, on a l'impression qu'ils ont mendié cette autorisation de rendre désormais visite à leurs clients. Oui, vous savez, personnellement, je n'avais pas compris trop pourquoi on avait interdit à ces avocats d'avoir accès à leurs clients à la maison centrale. Je n'avais pas compris cela. Je me rappelle, lors d'un débat ici, on a plutôt parlé de la suspension, n'est-ce pas, de toute participation de ces avocats dans la procédure. Et à l'époque, moi, j'avais dit que je n'étais pas d'accord avec ces avocats. J'avais dit, quelles que soient les difficultés, les avocats ne devraient pas abandonner leurs clients, d'autant plus que le simple fait de recevoir, n'est-ce pas, votre avocat quand vous êtes à la maison centrale, ça réconforte, c'est un soulagement pour les détenus. Donc à l'époque, c'était ça ma position. Maintenant, par rapport au compromis trouvé, moi je pense que si on nous avait dit réellement pourquoi on avait suspendu, on aurait pu comprendre. Sinon, c'est logique que l'avocat, n'est-ce pas, puisse avoir à tout moment accès, n'est-ce pas, dans la limite des possibilités, à son client à la maison centrale. Parce que l'avocat est en quelque sorte le porte-parole, c'est lui en quelque sorte qui mène les démarches, n'est-ce pas, entre son client incarcéré, gardé quelque part, et le parquet, et le juge d'instruction, et éventuellement même le tribunal en question qui doit, n'est-ce pas, juger le dossier. Donc c'est tout à fait normal, c'est dans la procédure normale de l'appareil judiciaire que l'avocat puisse vraiment jouer ce rôle-là parce qu'il représente ici son client. C'est le seul à venir écouter son client, c'est le seul aussi à parler à la presse en attendant. Donc moi je ne comprends pas. Mais toujours est-il que si aujourd'hui le compromis est trouvé et que maintenant les avocats peuvent reprendre, n'est-ce pas, à aller rendre visite, c'est une très bonne chose parce que comme je vous le dirai tantôt, les détenus politiques, puisque les familles ne peuvent pas venir à tout moment, puisque les amis ne peuvent pas venir à tout moment y avoir accès, l'avocat au moins qui a accès dans ces maisons centrales, dans la maison centrale pour rencontrer son client est un ouf de soulagement pour ces détenus et éventuellement pour nous l'opinion nationale, ça nous permettra d'être informés sur leur état physique mais aussi sur leur état moral dans leur cellule d'incarcération. Oui, et Thierry Suleiman, c'est là aussi dit dans, je vais dire dans les règles limites des mesures sanitaires, il ne peut pas rencontrer parfois tout le monde. Et comment vous avez trouvé cette position? D'abord, une première sortie, ils ont dénoncé notamment le bâtonnier Maître Kouyaté. Enfin, on dit, venez, on vous offre ça. Ben écoutez, je crois que c'est dans une certaine mesure très difficile à comprendre parce que fondamentalement, Lansana l'a dit, je le redis ici, un détenu a droit à un avocat, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire même le criminel le plus dangereux au monde, quand il est mis aux arrêts, on lui signifie tout de suite qu'il a le droit de se taire et de ne parler que devant son avocat. Là, on a affaire à des hommes politiques qui, jusque-là, on a beau les accuser de tous les péchés d'Israël, mais pour l'instant, tout cela reste à prouver. Donc, ça reste des hommes politiques qui sont en détention et donc il n'y a pas de raison qu'on empêche leurs avocats de venir les voir. Bon, on utilise parfois cet argument de suspension des avocats à la procédure pour justifier tant soit peu le fait de leur priver du droit fondamental, encore une fois il faut le dire, de rencontrer leurs clients. Ça n'a absolument rien à voir. Ils ont suspendu leur participation à une procédure parce que, trouvant qu'ils sont en train de cautionner une procédure qui, demain, va aboutir à une décision
qui pourrait les rattraper. En tout cas, il pourrait bien être préjudiciable qualifié de complice à leurs clients. Et en ce moment, personne ne pourra dire que non, les choses ne se sont pas passées bien parce que les avocats auront été là pendant tout le temps et donc il n'y a pas d'autre argument. Par contre là, ils se sont retirés, ils ont suspendu leur participation à la procédure. C'est leur façon de dénoncer ce qui se passe parce que ce n'est pas... Comme on a vu avec Alpha Condé à un moment donné, ses avocats également ont suspendu leur participation à la procédure. Vous faites bien de le rappeler. Oui. Et cela dit, je crois que le fait maintenant de trouver, le ministre a même parlé de compromis ici, c'est bien si ça permet aux avocats d'apporter le réconfort dont l'on a parlé tout à l'heure à leurs clients, mais cela ne change pas le fait que ça peut donner d'arguments à ceux qui disent que la justice reçoit des ordres. Parce que là, c'est l'exécutif qui est en train de décider un peu de la vie ou de la mort des gens. Et c'est très subtil. Malheureusement, ça n'a pas été tenu en compte. Par le pouvoir se voit tout fort, en train de marcher sur de l'eau, écraser tout sur son passage. Mais pour ceux-là qui connaissent le fonctionnement d'un état de droit et le principe de la séparation des pouvoirs, ça saute à l'œil que l'exécutif est en train de donner des ordres à la justice. Oui. Et cela ramène au fait qu'on a affaire à des hommes à des détenus politiques dont on ne veut pas reconnaître le droit. Vous ne trouvez pas aussi, Mamadi Terna Kamisoko, que cela pourrait bien être aujourd'hui à l'évidence que ce soit l'exécutif qui appuie sur tous les boutons pour que tout soit comme il veut? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai aucune preuve qui l'atteste, mais ce que je sais, et je comprenais mal la suspension ou le retrait temporaire des avocats de ces détenus qui sont... Non, ce sont deux faits, ce sont deux faits différents. La suspension de leur participation à la procédure et les visites rendues aux détenus en prison, ce sont deux faits différents. Dans ce cas-ci, ce qui a entraîné l'interdiction ou la suspension de rendre visite aux clients, c'est parce que les avocats se sont retirés complètement de la procédure. Ils ont suspendu. Donc vous voulez dire que l'un est la conséquence de l'autre? Justement, mais moi je n'arrive pas à comprendre ce retrait. Parce que le souhait quand même d'un avocat, c'est de se battre, défendre un peu son client. Et lorsque vous avez des gens, des pères de famille en prison, il y a une procédure judiciaire qui est en cours pour les juger. Je pense que le bon sens voudrait, l'idéal voudrait que l'avocat se bat pour que ce procès ait lieu. Attendez, il faut qu'on se comprenne. Oui, on va se comprendre. Vous vous attardez sur la suspension de leur participation à la procédure et la question qui vous est posée, c'est bien l'interdiction de visite aux détenus. Parce que ce sont deux faits, je le dis encore, différents. Mais vous oubliez aussi que ce sont ces deux sujets qui étaient autour de la table lors de la rencontre entre le ministre, qui est avocat de profession, Maître Mouri, qui était dans sa maison, qui connaît bien ces avocats qui sont aujourd'hui et qui représentent aujourd'hui ces différents détenus qui sont au niveau de la maison centrale. Mouri connaît les réalités, il connaît les procédures, il sait comment ça se passe. C'est pourquoi il est venu dans sa maison, sinon ce n'était pas à lui de se déplacer, ministre, pour venir quand même rendre visite aux avocats au niveau du barreau. Mais est-ce que cela suffit pour satisfaire aujourd'hui les revendications? Qu'il soit satisfait ou pas, le bon sens, ou ce que tout le monde souhaite aujourd'hui, c'est que les choses s'accélèrent et que le procès reprenne. Parce que ce qu'il ne faut quand même pas accepter, c'est que de voir des gens, des pères de famille en prison pendant de très longues dates et qu'ils ne sont pas jugés. C'est ce que tout le monde condamne, c'est ce que même les partenaires du pays condamnent. Donc lorsqu'il y a une entente, lorsqu'il y a une procédure judiciaire en cours pour que ces gens-là soient jugés, moi je pense que ce sont des initiatives qu'il faut soutenir. Il ne sert à rien de dire... de trouver aujourd'hui d'autres arguments pour dire que non, l'exécutif est derrière, tel est derrière. Moi, je pense que pour le moment, on a un avocat qui est au niveau de la justice, qui connaît ses pairs, qui connaît les réalités de la justice, qui sait où mettre les pieds
pour le moment, je me dis que l'exécutif n'est nullement mêlé à cela. C'est sauf que c'est votre opinion, votre avis. Oui, Marwan Dinguiraï, Marwan Kamara, la question, elle se pose, hein, l'exécutif, elle prouve davantage sa présence dans les positions du parquet, du département et de tout. Oui, d'abord, ce que je voudrais dire, relever dans les propos de Terma, oui. C'est qu'il faudrait retenir un bon entraîneur. Être un bon entraîneur ne fait pas de toi un bon joueur. Donc, Mori est un avocat reconnu et bien apprécié de tout le monde. Est-ce qu'il fera bon ministre? Avec le temps, on saura. Maintenant, moi, j'ai un problème avec le terme même qui est utilisé. Oui, c'est toi qui le dis. Mais il y a, j'ai un problème, j'ai même un problème. C'est toi qui le dis. J'ai un problème avec le qualificatif. On parle de compromis. Là, ce n'est pas un compromis. C'est une compromission. Parce que le compromis se situe à deux niveaux. Lorsque la loi montre toutes ses limites, ou lorsqu'on parle d'absence de la loi, on peut parler de compromis. Mais ici, on fait fi de tout ça. C'est un droit pour le prisonnier. Le droit à la visite, c'est un droit pour le prisonnier. On ne peut pas interdire à un avocat de rendre visite quand même à son prisonnier. Là, on cesse d'être dans la démocratie. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Alpha Condé, lui qui était accusé ici pour trouble à l'ordre public, pour attentat, oui, à la sûreté de l'État, mais quand même, il avait le droit, il avait des droits de visite. Les gens venaient le rendre visite en prison. Personne n'a refusé à l'époque, même si le début c'était pas facile, parce qu'on sait tous comment ça s'est passé. Mais à la longue, on a vu l'État quand même desserrer un peu et le permettre d'être en contact avec ses militants, avec sa famille politique à l'époque. Aujourd'hui, si on refuse à Ousmane Gawal, à Chérif Ba et aux autres prisonniers politiques d'être en contact avec leurs avocats, je pense que c'est une violation de leurs droits. Ça, c'est le premier aspect qu'il faudrait souligner. L'autre chose, ce n'est pas Mori qui est venu vers les gens, c'est parce que le barreau a compris qu'il y avait une violation qui n'honorait pas l'appareil judiciaire. Et c'est un rappel qu'on a fait au ministre. C'est une leçon de morale qu'on a donnée au ministre. Lorsqu'on parle d'aplanir des divergences, vous confisquez les droits des gens, vous bafouillez les droits des gens, et en même temps, on vous demande, non, monsieur le ministre, venez, on va vous faire comprendre que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et le ministre a compris, et jusqu'à ce qu'il parle de compromis, non, ce n'est pas un compromis, c'est une compromission, et je pense que ce n'est pas à l'honneur de notre justice. C'est une violation. C'est une interprétation. C'est une interprétation que tu fais de la rencontre. Oui, c'est une observation. Non, je suis dans le. Il y a le principe, il y a le fait, il y a le fait et le principe. Le reportage que nous ni dans l'un ni dans l'autre. Le ministre n'est pas dedans. Il n'est ni dans le principe. Vous allez réagir. Donc je pense vous allez réagir tout à l'heure. C'est le barreau qui a convoqué. C'est le barreau qui a convoqué. Vous allez réagir tout à l'heure. On m'a dit, c'est le barreau qui a convoqué et le ministère de la Justice et les avocats et le pool des avocats. Donc c'est pour aplanir, selon ce qu'ils ont dit, c'est pour aplanir des différends. Mais quelle différence pourrait exister lorsqu'on bafouille les libertés des gens, lorsqu'on fixe les droits des gens? Je pense qu'il n'y a pas de compromis à faire à ce niveau. C'est une violation inacceptable. Je pense qu'on est en train de descendre du fond de l'inacceptable. Et ce qui se passe n'honore pas notre démocratie. Et ce n'est pas à l'avantage du chef de l'État qui s'est battu quand même pendant 40 ans, nous disons, pour l'instauration de la démocratie dans notre là que c'est une interprétation de la Bible. Mais est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un compromis qui a été trouvé ou une compromission, comme il l'a dit, parce que c'est quand même un droit reconnu? C'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux parties ont intérêt à ce qu'il y ait compromis. Parce que lorsque de l'autre côté, c'est quoi le compromis? Lorsque de l'autre côté, les avocats se retirent de la procédure, ça veut dire que quelque part, ça ne va pas. Ils ne sont pas contents de tout ce qui se passe, de la gestion. Non, les avocats se sont retirés. Non, il y a eu. Non, les avocats ont suspendu leur participation à la procédure. Cela ne veut pas dire qu'ils ont renoncé dans la défense des prisonniers politiques. Il ne faut pas amalgamer. Il ne faut pas aller sur l'amalgame. Non, attention, tu es en train d'amalgamer là. La procédure judiciaire, on va suivre. C'est toute une chaîne. Ils ont suspendu leur participation à la procédure. Normalement, l'idéal voudrait qu'ils viennent rendre visite à leurs clients. Mais lorsque cela leur est interdit, parce qu'ils se sont retirés de la procédure,
le ministre. Et vous trouvez que c'est normal que cela leur soit... Je n'ai pas dit que c'est normal. Donc mais c'est une violation des droits. Mais je trouve la démarche du ministre loyale. Je trouve la démarche du ministre responsable. Parce qu'il a vu que c'est une situation qui pénalise des citoyens qui sont en prison. Il a pris la responsabilité sur lui de rencontrer les avocats. À quel niveau vous trouvez à quel niveau vous trouvez la responsabilité du ministre? Le barreau a convoqué le ministre. Le barreau ne peut pas convoquer le ministre. Le barreau a quelle autorité pour convoquer un ministre de la justice? Le barreau n'a pas autorité à convoquer un ministre. Oui, Lansana Camara, on a vu... a voulu venir auprès des avocats parce qu'il se dit toujours avocat. Qu'il est dans sa maison. Alors, il est dans sa maison, il est venu discuter avec ses pairs. Aujourd'hui, c'est vrai que ils ont suspendu leur participation à la procédure, les procès, venir défendre devant le barreau, leurs clients, mais cela n'a été exprimé nulle part. Qu'au même moment, ils suspendent également leur visite auprès de leurs clients. On a vu cette sortie. Ils ne cessent pas d'être avocats constitués, pour mais la défense de ces détenus. Mais ils ne participent, ils suspendent leur participation dans la procédure. Oui. Vous savez, je ne suis pas certes spécialiste à la matière, je ne suis pas vraiment dans le corps, mais ce que je sais, c'est que dans toutes les procédures judiciaires, il arrive à des moments où l'avocat suspend sa participation pour des raisons données. C'est différent lorsque l'avocat rend carrément l'établi, démissionne ou se retire. Parce que s'il se retire de dossier, vraiment, ça veut dire qu'il lave les mains, c'est fini. Mais lorsqu'il suspend, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans la procédure, parce qu'elle est très longue. La procédure, ça commence de l'interpellation jusqu'à la pression. Voilà, la procédure commence de l'interpellation de la personne jusqu'à la prononciation d'une peine ou d'un acquittement. Alors la procédure est tellement longue que lorsqu'il y a des situations qui ne l'arrangent pas ou qui ne jugent pas nécessaires, il peut suspendre jusqu'à ce qu'on répare la partie et il revient continuer la procédure. Ça, je le sais. Maintenant, par rapport à ce qui vient de se passer, moi, l'un ou l'autre cas, je n'apprécie pas. Premièrement, que ce soit le barreau qui se déplace pour aller vers le ministre, pour dire au ministre, il y a ça ou ça, je n'ai pas apprécié. Que ce soit le ministre qui appelle le barreau ou les avocats pour dire, on va faire une compromission ou un compromis, je n'apprécie pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je soutiens la position de Kéron Souleymane tout tantôt en disant, lorsque vous le faites, prenez le cas de la maison centrale. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 prisonniers à la maison centrale. On ne parle que d'une poignée des hommes politiques. Alors, s'il faut que dans chaque cas, que ce soit le ministre qui dit laissez-les visiter ou ne les visitez pas, faites ceci, faites cela, ça ne donne pas une bonne image. Le ministre, ce qu'on sait dans la procédure, c'est que le procureur, le parquet relève du ministère. Or, le procureur, c'est l'empereur des poursuites judiciaires. Ça, on le sait. Mais le ministre n'est pas impliqué dans une procédure. Lorsqu'il n'y a pas de visite, les avocats doivent écrire à qui des droits. C'est le parquet. Nous n'avons pas accès à nos clients. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le parquet peut revenir et réparer la chose sans que le ministre n'apparaisse. Mais lorsque le ministre apparaît, maintenant, regardez, je finis en disant ceci. Maintenant, lorsqu'il y a un cas de Bloskis, tout le monde va dire, ah, c'est le ministre qui a donné l'ordre, désormais qu'ils ne vont plus aller visiter, qu'ils n'iront plus à l'hôpital, etc., etc. Même si le ministre n'est pas impliqué, parce que là, il s'est mis au devant de la chose. Est-ce qu'il ira jusqu'au procès? Donc moi, je pense que chacun doit garder sa place. Sur ce sujet, on a vu la comparution en appel de Médecins Sans Frontières cette même semaine, et une sortie ou une comparution que les avocats ont même dénoncé également. Ils disent n'avoir pas été informés alors qu'ils ont suspendu leur participation. Comment pensez-vous qu'ils devaient aussi être informés alors qu'ils ont suspendu leur participation? À ce niveau, c'est un peu... à première vue, c'est un peu contradictoire. Mais fondamentalement, c'est-à-dire, on ne les oblige pas de venir. Mais étant donné qu'ils sont des avocats, du détenu, du prisonnier même, du condamné en première instance, il est toujours de leur droit d'être informés de ce qui se passe. C'est là qu'il y a l'amalgame au niveau des autorités. Tu as l'impression parfois que, disons, le fait d'être au pouvoir, de jouir de tout ce que vous savez en termes de privilèges, en termes de... c'est-à-dire avoir l'impression d'être un peu le roi du monde, parfois ça fait qu'on ne nuance pas les choses. Le terme suspension de participation, le terme suspension à lui seul est évocateur de tout ce que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire, suspendre veut tout simplement dire qu'on a momentanément arrêté
une activité. Ce n'est que provisoire. Ce n'est que provisoire. Oui. C'est l'équivalent de faire pause d'Alpha Bakar en politique. Bon, voilà. Si vous le voulez. Ça veut dire aussi que actuellement, lorsqu'il y a une décision prise au sein de l'UFDG, Alpha Bakar doit être en copie. Oui, non, parce qu'il n'a pas quitté des c'est son équivalent. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Oui, on ne va pas revenir sur le cas. On va pas revenir sur le cas. C'est ce que vous voulez dire et vous l'avez dit. C'est ce que vous voulez dire. Pour clore sur ce sujet. Pour clore, je veux dire que le pouvoir est tombé facilement dans une sorte de piège. Et là, le monde entier, Lansana vient de le rappeler, je l'avais dit tantôt, le monde entier voit l'exécutif qui est en train de donner des ordres à la justice pour lui dire il faut faire ci, il faut faire cela. Et là même quand cela va cesser, ça risque d'être gênant pour la justice après, parce qu'il va toujours se mettre dans des calculs de savoir est-ce que si je prends telle décision, le patron va être content, est-ce qu'il ne le sera pas? Et en ce sens même, ça biaise ça biaise la procédure. Je le disais, le chef de file de l'opposition de plus en plus à l'offensif. Après le tour des QG des partis politiques, des institutions et le passage chez le Premier ministre, chef du gouvernement, Mamadou Sylla a été reçu cette semaine avec les membres de son cabinet par le président de la République, le professeur Alpha Condé, et porteur, bien sûr, ce cabinet était porteur d'un mémo de 7 pages de ce qu'on nous apprend. Alpha Condé a donné toute l'assurance à Mamadou Sylla et son cabinet d'éventuelles ou de prochaines rencontres avec le cabinet pour discuter des problèmes du pays. On va tout de suite suivre l'intervention de Mamadou Sylla devant le patron de Sékou Touréa.